Bienvenue dans ce 20e numéro de Tous Azimuts. Il a horreur de la bien-pensance et du politiquement correct. C'est le chantre de la République et de la Nation. Plusieurs fois ministre sous François Mitterrand et plusieurs fois démissionnaire. Le miraculé de la République et du curare en 1998 est notre invité ce soir. Bonsoir Jean-Pierre Chevènement. Bonsoir. Vous venez nous parler de votre dernier livre, La France est-elle finie, paru chez Fayard. On va en parler longuement. C'est un livre passionnant, très dense et très facile à lire, beaucoup plus facile qu'on pourrait l'imaginer, même si il est rempli de notions de géopolitique, d'économie, beaucoup d'économie. L'économie et la politique, on le verra, ont beaucoup partie liée. Avec nous, Dominique Vallière, qui adore la politique, et ça tombe bien pour vous interroger avec moi. Je vous propose de commencer tout de suite. Allons-y. Alors Jean-Pierre Chevènement, je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue au Mans, mais j'ai vu dans un petit reportage sur le site de l'INA que vous y étiez venu en meeting en 2002 avec le juge Éric Alphen qui n'avait pas assez de mots pour vanter vos qualités. Qu'est-il devenu? Il est toujours avec vous, le juge Alphen? Je l'ai un petit peu perdu de vue. Je dois dire que, vous savez, après 2002, les perspectives n'étaient quand même pas florissantes. Donc beaucoup de gens qui s'étaient rapprochés de vous s'en sont un peu éloignés. Mais j'ai gardé des relations cordiales. Il m'envoie quelquefois ses livres dédicacés. Donc je n'ai pas de mauvaises relations avec lui. Très bien. Je le disais, vous avez été plusieurs fois ministre sous François Mitterrand, dans les gouvernements Mauroy, Fabius, Rocard, Jospin, et vous avez démissionné 3 fois, et la première fois en 1983, avec ce mot qui est resté célèbre: un ministre, ça ferme sa gueule, si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Et donc vous l'avez ouvert et ouverte. Et en page 188 de votre livre, vous déclarez: on m'a souvent interrogé sur le sens de mes 3 démissions, c'est que j'ai tenté d'infléchir le cours des choses, sans y parvenir d'emblée certes, mais toujours avec la volonté de rendre pédagogique et par conséquent utile pour la suite le sens de ces actes forts. Est-ce que rétrospectivement, vous pensez que la vertu pédagogique a eu lieu? Écoutez, ma première démission correspond au grand tournant de la gauche. Ouais. Quand elle accepte finalement de se rallier au néolibéralisme. Car mars 1983, c'est cela, même si ce n'est pas immédiatement visible. Très vite, il y aura l'acte unique et les directives d'application qui seront la traduction sur le continent européen des orientations néolibérales dans le monde anglo-saxon. D'ailleurs, vous dites en 83, c'est Reagan, Thatcher, Mitterrand, même combat, quoi. Voilà. Oui, mais il faudra le truchement de l'acte unique, de l'Europe et de cet accord qui est d'abord un accord entre Kohl, Mitterrand et Delors, qui est le président de la Commission européenne, pour mettre en route cette machine qui va aboutir à la complète dérégulation, notamment des mouvements de capitaux, y compris vis-à-vis des pays tiers, sans aucune harmonisation de la fiscalité. Donc on rentre de plein pied dans le système du capitalisme financier. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis quand même bien placé pour dire, écoutez, on peut quand même difficilement faire confiance pour s'en sortir aux gens qui vous ont fourvoyé. Hein, il y a peut-être un certain nombre de mesures à prendre qui vont à l'envers ou à l'inverse des mesures qui ont été prises à cette époque-là. Notamment, il faudrait remettre une certaine régulation dans les mouvements de capitaux, dans une taxation des mouvements financiers. Il faudrait mettre de la viscosité dans le système. Il faudrait rétablir des contrôles. Il faudrait sortir de cet univers. On va venir à tout ça, Jean-Pierre Chevènement. Mais comme vous le dites, la première démission de 83, elle était très importante parce que c'était le tournant où la gauche n'était plus, en gros, tout à fait la gauche. Elle prenait le pli du néolibéralisme. Est-ce que c'était pas si grave pour que vous reveniez ensuite au gouvernement? Mais sur le moment, ça ne s'est pas tellement vu, parce que tout ça s'est fait au nom de l'Europe. Et moi-même, je dois dire, en 85,
quand on nous a demandé au gouvernement d'approuver l'acte unique, qu'on nous a mis sur la table du Conseil des ministres un gros paquet de 300 pages, illisible, que personne n'a lu. C'est donc passé comme une lettre à la poste, et le seul commentaire de Roland Dumas, alors ministre des Affaires étrangères, a été de dire: ce n'est que le perfectionnement du marché commun, ce n'est rien de plus. Donc, ce n'est rien. C'est 300 pages, c'est très technique, mais au fond, vous restez sur la ligne du marché commun. Donc, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passait, et je dirais que c'est en 1989, c'est très tard, quand je vois arriver sur la table du Conseil des ministres la directive qui va, en tout cas la traduction de la directive qui va libéraliser les mouvements de capitaux, là je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne démissionne pas, parce que contrairement à ce que vous pourriez laisser croire à ceux qui nous regardent, je n'ai pas démissionné tous les jours. Oui. J'aurais pu démissionner beaucoup plus souvent, car en presque 10 ans de gouvernement, vous avalez forcément quelques couleuvres. Non, je ne le regrette pas, parce que j'ai toujours démissionné dans des moments stratégiques, et pour moi c'est une question de déontologie. Autrefois on démissionnait facilement, vous savez, les ministres sous la 3e et 4e République, quand ils n'étaient pas d'accord sur des questions de fond, même François Mitterrand, au moment de l'affaire marocaine, il a quitté le gouvernement Laniel. Mendès France a démissionné 2 fois. Oui, mais les gouvernements sautaient tout le temps aussi à ce moment-là. C'est vrai, donc ceci tempérait cela. Voilà. Alors que sous la 5e République, ils sont tous accrochés à leur portefeuille, comme finalement s'ils étaient devenus des hauts fonctionnaires. Alors qu'ils sont des hommes politiques responsables devant le peuple qui les élit et devant leur conscience. Donc pour moi, c'est une question de déontologie élémentaire. Et 83, permettez-moi de vous le dire, c'était quand même un sacré changement de cap, surtout pour moi, qui avait fait les 2 programmes socialistes, qui avait négocié le programme commun, et je me sentais un petit peu comptable de l'histoire pour avoir aidé François Mitterrand à devenir premier secrétaire du Parti socialiste. Et ensuite trahi, en fait. Comment ? Et ensuite trahi. Non, je n'ai pas considéré qu'il avait trahi, parce que... Non, vous sentiez trahi. Je me sentais trahi, je me sentais en non-conformité avec ce que je pensais, et d'une manière assez profonde, pour en tirer les conséquences en matière de politique économique. Mais pour vous répondre précisément, je n'ai pas pensé que ça m'empêchait de revenir dans un ministère très technique comme l'Éducation nationale, surtout après le naufrage de 1984, quand il y avait 1 million de manifestants dans les rues. Je ne voulais pas que la gauche en reste à ce naufrage. Je voulais relever l'école publique. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté de revenir au gouvernement à ce poste. Et puis la 3e démission, c'est la guerre du Golfe. Elle était également pas dans le scénario, non. Parce que la politique de la France, à la définition de laquelle j'avais contribué, c'était quand même, j'avais contribué à sa reprise par le Parti socialiste. C'est une politique indépendante, une politique fondée sur la dissuasion, mais qui rompait avec la tradition des expéditions lointaines, qu'elles soient coloniales ou néocoloniales. Oui. Donc quand il y a eu la guerre du Golfe, j'ai essayé de persuader François Mitterrand que ce n'était pas le bon chemin, qu'en réalité, cette guerre disproportionnée allait ouvrir la voie à l'intégrisme. Et puis vous êtes de gauche, et clairement, ça ne fait aucun doute, mais vous avez toujours été aussi, est-ce que vous acceptez le terme, gaulliste ou gaullien en tous les cas, un admirateur du général de Gaulle, et dans cette ligne de fierté de la nation. Pour moi, ça n'est pas incompatible avec la gauche. Un saint patriotisme a été affiché par des hommes de gauche bien connus. Jaurès disait un peu d'internationalisme éloigne de la patrie, beaucoup y ramène. Clémenceau, beaucoup d'autres étaient des patriotes. Des patriotes, pas des nationalistes. Oui, vous dites qu'il ne faut pas confondre nation et nationalisme. Oui, le nationalisme, c'est la maladie de la nation, c'est ça? C'est une erreur, en effet, qui a été commise, par François Mitterrand, quand il le voulait bien d'ailleurs, parce qu'il était assez intelligent pour comprendre qu'il lui arrivait d'aller un peu vite. La nation n'est pas le nationalisme. Il disait le nationalisme c'est la guerre. Mais la nation, ce n'est pas la guerre. La nation, c'est la démocratie, c'est la solidarité. La sécurité sociale, c'est une solidarité à l'échelle nationale. La démocratie, pour des raisons culturelles, linguistiques, s'exprime d'abord au niveau des nations. Et l'Europe qu'on a construite contre les nations, théorie de Jean Monnet, que vous connaissez bien, cette Europe-là, elle se fait de manière très technocratique, avec des gens qui ne sont pas élus par le peuple. La Commission
Elle définit l'intérêt général, paraît-il. Qui nomme les commissaires, hein, et c'est 27 hauts fonctionnaires, enfin, qui vont définir l'intérêt général. C'est contraire à la théorie républicaine qui veut que l'intérêt général soit défini dans le débat public, par les citoyens eux-mêmes. Il y a un personnage dont vous avez cité le nom tout à l'heure qui lui en prend pour son grade dans votre livre, et on le comprend bien à l'appui de votre thèse, c'est Jacques Delors. Vous écrivez, d'ailleurs vous reconnaissez qu'il avait une cohérence finalement assez rare, mais enfin c'était visiblement pas la bonne, et qu'il était un maître en idéologie, mais pas la vôtre. Et vous écrivez, le discours de Delors est un prêche sans fin pour exhorter les malades à supporter leurs souffrances et les agonisants à se tourner vers la vie céleste que leur réservera, s'ils y croient assez, l'Europe supranationale de demain, encore aujourd'hui menacée par le retour des démons. C'est une citation d'ailleurs, le retour des démons. Oui, entre guillemets. Car Jacques Delors a beaucoup écrit, et j'ai repris essentiellement ses textes. Donc je ne l'ai pas, comment dirais-je, crucifié avec... oui, il n'y a pas de procès d'intention, c'est... Voilà. J'ai dit, voilà comment Jacques Delors explique l'acte unique. Il prend Margaret Thatcher à son propre piège en faisant en sorte qu'elle croit, à travers la libération des mouvements de capitaux à l'égard des pays tiers, se situer au cœur même de la construction européenne. Donc je lui ai joué un bon tour. Mais en réalité, il ne se rend pas compte qu'il a créé les conditions de l'installation du capitalisme financier. Oui, il a ouvert les portes. Sur l'Europe, en Europe continentale. Et Jacques Delors, à beaucoup d'égards, qui a sa cohérence, parce que Jacques Delors a été au plan, il a été au cabinet de Jacques Chaban-Delmas quand il était Premier ministre, puis au sein du Parti socialiste, il ne partageait pas mes vues, il a même démissionné du comité directeur le jour où celui-ci a adopté le projet socialiste. C'était en 1979. Donc Jacques Delors, au sein du gouvernement, n'est pas sur ma ligne, c'est le moins qu'on puisse dire, et il écrit, il dit en tout cas, et vous retrouverez ça dans une brochure de l'Institut François Mitterrand, il y avait une alliance en fer entre le Premier ministre et moi-même, entre nos cabinets. Nous déjeunions ou nous dînions une fois par semaine pour serrer les boulons et au fond démontrer qu'il n'y avait pas d'autre politique possible que celle dont nous étions porteurs. C'est-à-dire une politique finalement très orthodoxe et ce qui a conduit, je dirais, à ce qu'on a appelé ensuite le social-libéralisme. Oui. Et, vous avez quelqu'un qui vous a interrogé récemment sur une chaîne de télévision, je ne me souviens plus qui, disait que vous étiez très méchant avec François Mitterrand dans ce livre. Moi personnellement, je n'ai pas trouvé que vous étiez particulièrement méchant avec François Mitterrand, mais avec Jacques Delors et avec Pascal Lamy qui est à la tête de l'OMC. Alors, et puis j'aime beaucoup, c'est vraiment écrit d'une manière formidable. J'aime ces deux-là, leur dogmatisme libéral sans peur et sans reproche, tout enrobé qu'ils puissent être de bonne conscience chrétienne moralisante, fait plaisir à voir comme l'archétype d'une totale inconscience, car je ne puis retenir l'hypothèse d'une hypocrisie parfaite qui pourrait s'exercer ainsi à découvert de manière libre et non faussée. Oui, je m'amuse un peu. Vous vous amusez bien. Je m'amuse, ça nous mais amuse aussi. En même temps, je vais vous dire, je dissimule sous l'ironie un profond désaccord idéologique. Ah bah oui, c'est clair. Donc, vous sentez bien qu'il y a... Parlez-nous du vice de conception initiale de l'euro, pardon. Il faut dire que ce livre d'hommes politiques ou de femmes politiques, c'est assez rare parce qu'en général, ils sont quand même écrits plutôt très moyennement, et celui-ci est formidablement écrit, c'est-à-dire que même si on ne s'intéressait pas à la politique, c'est intéressant de le lire. Oui, mais j'ai pris mon temps, vous savez, c'est 3 ans de travail. Hein. C'est ce que font les gens qui écrivent bien, justement. Un mot sur François Mitterrand. Oui. J'ai essayé de comprendre l'homme qui était François Mitterrand. J'ai écrit que l'union de la gauche ne pouvait être faite que par un homme qui ne venait pas de la gauche, pour ne pas dire qu'il venait de la droite. C'était bien le cas. Mais c'était le cas, mais lui seul pouvait le faire. Et François Mitterrand, j'ai essayé de comprendre les raisons de son pari pascalien sur l'au-delà des nations. Et je ne l'ai compris qu'à travers ce qu'a pu ressentir le jeune homme qui était François Mitterrand pendant l'entre-deux-guerres. Et puis, quand il a été blessé, puis fait prisonnier, puis emmené en captivité, qu'il est allé à Vichy pour voir ce qu'on pouvait y faire, sans doute pour relever la France, croyait-il, comprenant très vite qu'il n'y avait rien à y faire, et rejoignant la résistance en janvier 1943. Donc, j'essaie de comprendre quel doute
les élites françaises ont pu avoir sur la France après 2 catastrophes, comme 14-18 et juin 1940. Et comment ce doute, d'une certaine manière, peut expliquer ce pari presque mystique que François Mitterrand fait sur un au-delà des nations qu'on appelle l'Europe. L'Europe qui, comme Dieu, qui procure la vie éternelle à ceux qui font profession d'y croire, l'Europe va nous protéger, nous garantir la prospérité, le plein emploi, va être en quelque sorte, par rapport à la misère des nations, ce que l'infini de la vie éternelle est à la misérable petite vie terrestre. Et justement, à une époque, peut nous préserver des guerres que, justement, vous rappeliez que Mitterrand avait connues. Oui, avec une petite erreur quand même, c'est que si nous sommes préservés des guerres depuis 1945, c'est par l'équilibre entre les États-Unis et l'URSS, enfin l'équilibre très rapidement nucléaire, hein, et pas par la vertu de l'Europe. C'est pas l'Europe détruite qui aurait été bien incapable de refaire une guerre après 1945. Hein, c'est l'équilibre entre Moscou et Washington. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, le problème au centre de l'Europe, le problème de l'Europe aujourd'hui, et vous reprenez les termes d'un journaliste, Pierre-Antoine Delomey, pour parler d'aujourd'hui, vraiment, les Grecs jalousent les Irlandais et en veulent à mort aux Allemands qui méprisent les Français, lesquels ne décolèrent pas contre les Allemands et pestent contre les Espagnols qui détestent à peu près tout le monde. Et tout ça, c'est à cause de l'euro, c'est à cause de la politique monétaire, et comme nous le disions la semaine dernière avec Gérard Mordilla, qui était notre invité à votre place, vous décrivez très bien l'évolution du capitalisme, passé du capitalisme entrepreneurial au capitalisme actionnarial. C'est-à-dire que le capitalisme financier qui est la dérégulation, quoi. Qui procède de la dérégulation. À partir du moment où il n'y a plus aucune régulation, c'est le capital qui est le maître du lieu où il va s'investir, faire des profits. Il ira vers les pays à très bas salaire, ou en tout cas, il trouvera, à travers les fonds d'investissement, les fonds de pension, les meilleurs moyens de redéployer l'appareil productif en fonction de la profitabilité maximum. C'est donc la course au profit, c'est le creusement des inégalités, et la monnaie unique venant par là-dessus, enlève tout système de contrôle sur la politique monétaire. On aliène la souveraineté monétaire, mais à qui? À une banque centrale indépendante, mais indépendante de qui? De la volonté des peuples, sûrement, hein, mais pas des marchés financiers. Et en définitive, on rentre dans un système de monnaie forte, de monnaie surévaluée, qui pénalise encore plus l'appareil productif et accélère les délocalisations. Donc, au départ, j'étais tout à fait contre le traité de Maastricht et la monnaie unique. Simplement, maintenant, on est dedans. Comment faire pour en sortir? Je ne préconise pas qu'on saute par le hublot de l'avion. Malheureusement, l'avion a décollé, mais je propose qu'on essaye de changer les règles du jeu de l'euro pour faire de la zone euro une zone de croissance, pour faire en sorte que les inégalités structurelles entre les différents pays soient autant que possible compensées, pour faire en sorte que la Banque centrale s'affranchisse des règles idiotes que M. Carlo Topel, le gouverneur de la Banque centrale, a imposées à l'époque au groupe de l'or, puisque tel était son nom, qui réunissait les gouverneurs de banque centrale, pour par exemple acheter les titres de dette publique des États assaillis par la spéculation. Mais ça, il faut bien le dire, le gouvernement de Mme Merkel ne le veut pas, et la succession de M. Trichet et peut-être la nomination de M. Axel Weber, l'actuel président de la Bundesbank, tout cela serait catastrophique. Mais le mal étant fait, comme vous pensez, comme vous le dites, effectivement, on ne pourrait jamais revenir à des monnaies nationales, de toute façon. Jamais, fini, non. Ça serait très difficile, en tous les cas. Ce serait possible. Disons, on est obligé d'envisager l'hypothèse où certains pays feraient défaut. Non seulement Grèce, Irlande, Portugal, mais, et là ça deviendrait très grave, l'Espagne, peut-être l'Italie. À ce moment-là, nous serions complètement à découvert, parce que nous serions coincés dans une zone marque, enfin dans une véritable zone marque, parce que l'euro deviendrait la monnaie quand même d'un très petit nombre de pays, avec des pays concurrents qui auraient une monnaie dépréciée et dont les usines redeviendraient très compétitives par rapport aux nôtres. Ce serait la fin de l'industrie française. Très bien, Monsieur Chevènement, on revient après une petite interruption. On continue à parler avec vous de votre livre et de politique et d'économie. À tout de suite.